Alors, avant de commencer, je vais juste rappeler, d'habitude, on a l'habitude de faire le programme. C'est un programme Connect Aîné où il y a un présentateur qui va présenter sur un sujet bien arrêté. Et par la suite, il y aura des questions des personnes qui participent. Alors, on a un peu changé le format de la présentation. Ça reste toujours un Connect Aîné, mais il y a plusieurs personnes qui vont participer, on va poser des questions et on va ensemble trouver des réponses et peut-être faire des propositions apporter des propositions de solutions pour pouvoir étayer les questions des uns et des autres. Alors, sans plus tarder, je vais rappeler rapidement que le programme Connect Aîné, c'est un programme qui est financé par le gouvernement du Canada et à travers le programme Nouvelles Horizons et la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Alors, sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui porte sur la contribution des immigrants dans une société canadienne conservatrice. Aujourd'hui, avec nous, nous avons comme panéliste, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, le docteur révérend Ali Toté. Nous avons Guy Gérard, le directeur de l'école de Bellegarde. Nous avons Félicité, qui s'identifie comme une bénévole auprès des immigrants. Nous avons avec nous Céline Asunsao, qui travaille dans une structure de la place. Je pense que Paul va nous rejoindre sous peu. Il doit avoir un petit empêchement. Alors, sans plus tarder, je vais demander déjà aux panélistes de faire une brève présentation de quand est-ce qu'ils sont arrivés et s'il y a quelque chose, entre autres, qu'ils peuvent nous dire les concernant. Merci. Je laisse la parole à qui veut la prendre. Il n'y a pas d'ordre. Vraiment, c'est libre. Merci. Céline? Ben, ok, donc je vais commencer. Je suis arrivée en Saskatchewan en 2007. Donc, il y a déjà 15 ans de ça. Le temps passe vite. Je suis arrivée depuis la France. Je suis française originaire du Cap-Vert. Et je dirais la particularité de mon immigration, c'est que je suis arrivée dans le cadre d'une immigration plutôt économique. Donc, en ayant déjà de l'emploi sur place, etc., ce qui facilite vraiment beaucoup l'intégration. Comme on dit souvent, c'est un souci de moins à se préoccuper. Et je parlais déjà en anglais. Quand on prend tout ça en considération, je pense que je suis arrivée dans une situation qui était plutôt, comme je dirais, très à l'aise. Et à l'époque, lorsque je suis arrivée en Saskatchewan, je dirais aussi que à ce moment-là, l'immigration visible ne faisait que commencer. On va dire qu'il y avait quelques pionniers qui étaient là avant nous, mais vraiment très peu et qui n'étaient pas vraiment regroupés. Et donc, j'ai pu faire partie de l'initiative et des membres fondateurs de la communauté des Africains francophones de la Saskatchewan quand on s'est aperçu que il y avait des besoins en matière d'intégration, que ce soit au niveau familial, économique, scolaire et sur tous les autres plans qui le nécessitent au niveau de la vie quotidienne pour que les gens puissent être épanouis et heureux et qu'on puisse retenir ces personnes-là au sein de la province. Donc, j'ai fait partie du début de cette initiative-là et c'était vraiment une très belle aventure. Donc, Super. Félicité. Oui, alors, mon nom c'est Félicité. Je pense que tout le monde me connaît ici. Michel, je te connaissais très bien. Quand je suis arrivée, je me souviens très bien de vous. Alors, sûrement que vous ne me connaissez pas.
Mais sinon, les autres ici, on est pas mal une famille ici. Alors oui, je suis arrivée en Saskatchewan en 2008. Céline m'a accueillie. C'était très froid ce jour-là. Céline, son mari et deux autres personnes, on a déchargé un camion en décembre. C'était super froid. Je pense que c'était comme à 23 heures ou minuit. Donc, une belle histoire a déjà commencé. C'est ça. Donc, c'est ça. En 2008, je suis arrivée ici avec ma famille. Je suis arrivée sous... Mon mari est venu en premier comme immigrant économique et moi, je suis venue comme dans le cadre du parrainage familial. Alors, comme Céline le dit, moi aussi, c'était très facile pour moi. Je parlais déjà français, j'étais éduquée. Mon mari était intégré. Il avait fait quelques années avant que je le rejoigne. Puis, on est arrivé au Québec pour un petit peu, juste une année. Puis, on est venu à Saskatchewan. Voilà, donc on s'est installé en Saskatchewan. Et puis, voilà, j'ai travaillé, on a travaillé, on a fait des choses, beaucoup de choses, on va en parler. On a créé la CAFS, la communauté des Africains francophones. Voilà, on est toujours là au service de la communauté. Donc, je m'identifie aujourd'hui comme bénévole auprès des nouveaux arrivants parce qu'il peut y avoir une confusion avec mon travail qui est pas mal où je travaille aussi avec des immigrants, mais pas dans le sens de l'accueil et l'intégration, mais c'est juste que mon bénévolat et mon travail quand même me donnent une large vision de ce secteur-là qui est très intéressant, dont on va parler aujourd'hui. Je passe le micro à Pasteur Ali. Merci beaucoup, ma sœur. Oui, je suis là depuis 25 ans. Donc, depuis 25 ans. Et oui, je suis arrivé dans le cadre du travail avec la communauté qui s'appelle l'Arche. L'Arche, c'est une communauté qui accueille les personnes qui ont euh, des difficultés d'ordre euh, intellectuel et autres. Et c'est comme ça que je suis arrivé et c'était vraiment déterminant dans la suite de mon parcours au Canada et notamment en Saskatchewan. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Avec Céline et Félicité, certainement. Nous étions tous là et Guy Gérard par la suite. Nous étions tous là au début de la création de la CAPS. Et je pense que c'est une initiative qui a permis de vraiment rassembler les immigrants francophones et de créer une sorte de synergie. Donc, j'apprécie beaucoup le leadership des personnes qui ont bien voulu prendre la tête de la CAPS et d'être pionnier en ce sens sur le plan du leadership. Moi, j'ai toujours fonctionné en marge un peu à cause du fait que initialement, j'étais pas à Saskatoon, même si avant j'étais à Saskatoon, mais j'étais dans les communautés environnantes, ce qui ne me permettait pas tout. Donc, je suis vraiment très content de faire partie de cette communauté grandissante. Quand nous sommes arrivés, en termes de Camerounais, nous n'étions que quatre il y a 25 ans. Et aujourd'hui, il n'y avait pas, les Camerounais étaient les plus nombreux après les Nigérians, qui eux aussi n'étaient pas aussi nombreux que ça. Donc à quatre,
on était vraiment presque les seuls Africains francophones en Saskatchewan et à Saskatoon notamment. Mais il y a eu un boom, comme Céline l'a mentionné, une sorte de croissance dans l'arrivée des Africains francophones et ça nous a beaucoup réjouis. Et je pense que l'un des attraits, c'est quand les gens arrivent, s'installent et forment une communauté vivante où il fait bon vivre, ça attire les autres. Et vraiment, nous sommes très contents. Quand tu rencontrais un noir dans la rue, tu t'arrêtais automatiquement pour avoir une conversation. De nos jours, ce n'est plus possible parce que nous sommes de plus en plus nombreux, ce qui est une bonne chose. Par ailleurs, le système d'accueil s'est mis en place progressivement avec le travail que la CAFS a commencé. Outre les autres organismes qui le font, mais d'avoir la CAFS qui accueille, c'était vraiment une bonne chose. Les gens se sentaient beaucoup plus à l'aise et chez eux, quoi. Je pense que j'ai plein de choses que je pourrais dire, mais c'est mieux de laisser la parole aux personnes plus sages. Guy Gérard, c'est toi la personne plus sage. On t'écoute. Écoutez, une fois de plus, bonsoir Christelle, bonsoir chers copanélistes et bonsoir aux auditrices et auditeurs qui se sont joints à nous ce soir. Moi, c'est Guy Gérard. Je suis arrivé au Canada à travers le programme d'immigration économique. Je suis rentré par Montréal où j'ai fait 10 mois environ. J'ai déménagé ensuite avec ma famille. À l'époque, j'avais 3 enfants et on a déménagé dans la région de l'Outaouais, c'est à Gatineau, où j'ai suivi une formation en enseignement. Et ma famille et moi, on a déposé nos valises précisément à Saskatoon en 2010. Alors, depuis lors, c'est vrai, la famille a grandi. J'ai 5 cocos et puis bien occupé. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Actuellement, depuis presque 2 ans, j'ai accepté de relever un nouveau défi au niveau de la direction de l'école de Bellegarde dans le sud-est. Donc, ma famille reste à Saskatoon. Et puis, je fais souvent la navette avec mon garçon, mon deuxième enfant, qui est en 11e année actuellement. Et c'est ça, je trouve que c'est une richesse d'avoir côtoyé à la fois le milieu urbain et puis le milieu rural en ce moment. Donc, c'est très enrichissant au niveau de ma carrière aussi. Et puis, je pense que ça permet aussi de toucher du doigt ce que vivent nos communautés rurales. Donc, au niveau de mon engagement communautaire, j'ai effectivement fait partie de la CAF, du conseil d'administration aussi. Il y a d'autres organismes communautaires dans lesquels j'ai milité au conseil d'administration. D'autres aussi dont je continue encore à le faire. Et je suis cofondateur avec pasteur Dr Ali Toté, qui est avec nous, de CAMSAX. C'est la communauté, c'est l'association des Camerounais de la Saskatchewan.
Probablement, c'est une association qui brille beaucoup à travers de multiples activités culturelles, socio-culturelles, en fait, qu'elle organise à travers la province. Et puis, bien entendu, on est tous membres de cette belle communauté françaiscoise et nos actions sont orientées dans le but de la construction identitaire. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Alors, je vais passer le bâton à Paul. Oui. Bonsoir, Paul. On ne t'entend pas, Paul. Paul? Paul n'a pas connecté son son. Ton audio n'est pas connecté, Paul. Oh. Paul? Pourtant, c'est bien, il est bien connecté, hein. Paul? Bon, il doit avoir peut-être quelques soucis. Je propose qu'on continue et il va prendre la parole et en se présentant, il pourra continuer avec nous. Alors, je vais d'entrée de jeu vous demander à vous, nos panélistes, pour vous, comment est-ce que votre intégration a été facilitée par la communauté? Est-ce qu'il y a eu des facilités en dehors du fait que les uns ont été accueillis par les autres confrères? Est-ce que la communauté a mis en place des facilités pour vous pour pouvoir vous intégrer dans la société? Céline? Alors, moi, quand je suis arrivée, l'association communautaire françaiscoise venait tout juste de mettre en place un programme d'accueil dont ils n'avaient même pas encore défini le contenu, car nous avons été les tout premiers à être accueillis dans ce programme-là par quelqu'un qui s'appelait Murdo McNabb, donc qui n'est plus même autour. Et, et, et je pense que c'était un des tout premiers programmes formels. Donc, on est arrivé, c'était le tout premier jour de cet employé-là, et il nous a dit, ben, écoutez, moi, je sais pas quoi faire avec vous. Donc, alors, c'est là c'était la première fois qu'il voulait commencer de guider des nouveaux arrivants. Donc, à travers la discussion, il m'a dit, ben, écoute, on a besoin d'ouvrir un compte bancaire. Donc, il nous a conduit à la banque. Écoute, on a besoin de continuer nos recherches de logement. Donc, on a fait des recherches de logement avec lui. Il nous a parlé des services offerts au sein de la communauté, que ce soit le réseau de santé, les 5 à 7 de la communauté francophone. Je pense que ça nous a donné une porte d'entrée pour pouvoir commencer à nous construire un réseau d'amis. Et très rapidement, à l'époque, j'ai commencé à faire du bénévolat au niveau de la Fédération des francophones de Saskatoon. Et au bout de 3 mois, de 2 ou 3 mois, j'ai été embauchée en tant que coordonnatrice. Et donc, je suis restée à la fédération pendant quelques mois avant que je trouve l'emploi que j'occupe maintenant depuis presque 15 ans. Wow. Okay. Donc oui, je pense que la communauté, en tout cas, l'impression que j'ai eue, c'était de trouver une communauté extrêmement chaleureuse, qui avait ses bras ouverts à l'immigration. Donc, beaucoup de personnes qui étaient très intéressées d'apprendre et d'avoir des échanges culturels et de mieux apprendre des uns et des autres, parce que comme je disais avant ça, c'est que c'était pas très connu encore. Donc, tout était à bâtir. Oh, ok. Félicité,
Ça a été différent de ton côté ou bien Ben, quelles sont comme les facilités? on est arrivé presque à la même période, moi et Céline, donc c'est vraiment exactement le même portrait que je dirais de la communauté d'accueil en Saskatchewan. Si tu veux, j'étais même positivement touchée et surprise du temps que les gens mettaient pour vraiment s'assurer que les services qu'on cherchait, que notre intégration se passait au mieux. Il n'y avait pas de structure organisée comme aujourd'hui, mais il y avait la chaleur humaine et on pouvait sentir qu'on pouvait compter sur n'importe qui, on pouvait toucher l'épaule de n'importe qui vraiment avait la bonne volonté de vouloir aider. Et donc, nous étant, je dirais que la communauté francophone était aussi contente de voir des immigrants francophones à part entière qui ont vraiment, qui manifestent l'envie de s'intégrer dans la communauté. Donc, c'était très facile pour moi et je sentais pas à aucune façon, je me suis pas sentie waouh, je suis trop immigrante, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. Je n'ai jamais eu une situation pareille. Alors, comme moi, je suis arrivée à Regina d'abord, où je suis restée en 2007. Donc, je suis restée à Regina pendant 6 mois. La communauté de Regina était super organisée. La paroisse Saint-Jean-Baptiste, ils s'occupaient de tout, tous les besoins pour nous équiper. Mais nous, comme quelqu'un qui vient comme immigrant économique, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas d'avoir une table ou une chaise sur laquelle m'asseoir. Sincèrement parlant, je me souviens une fois, il y avait une rencontre à la paroisse et puis on nous disait vraiment, dis-nous comment t'aider. Comme tu y arrives, tu n'as pas grand-chose. Tous ceux qui sont immigrants ici le savent. Tu n'as pas vraiment grand-chose. Mais moi, je ne voulais pas. Je disais, moi, je vais seulement aide-moi à trouver du travail. Alors, comme ma pensée, c'était comme, trouve-moi du travail et le reste, je vais m'en occuper. C'est pas un problème. Donc, les gens voulaient aider. Donc, vraiment, pour répondre à ta question facilement et simplement, je me suis sentie rapidement intégrée et accueillie par la communauté francophone et même la communauté de la majorité. Je ne parlais pas l'anglais à ce moment, pas du tout. Mais je voyais le sourire sur la face des gens, je voyais la volonté de vouloir peut-être m'approcher, me parler. Donc, c'est vraiment une communauté que j'ai aimée dès que je suis arrivée ici. D'accord, super. Pasteur Ali, pour toi qui es là depuis 25 ans, tu n'as forcément pas trouvé beaucoup d'immigrants ici. Comment est-ce que euh, ça s'est passé de ton côté? Oui, c'est vrai. La Saskatchewan, c'est une terre où il fait vraiment froid, mais c'est une terre où les gens sont chauds. Les gens ont de la chaleur, comme ma sœur Félicité vient de le dire, la chaleur des gens compense vraiment de beaucoup pour ce qui est du froid que l'on vit en termes de température et de climat. Donc, cette chaleur-là était là. Et mon cas est aussi peut-être unique en ce sens que j'arrive et je suis dans le canevas de l'église et il y a plein de chaleur dans le cadre de l'église où automatiquement, dès le premier jour, les gens deviennent ta famille en quelque sorte. Donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est la même chose pour les autres qui arrivent et vont à Saint-Martyr et automatiquement, Saint-Martyr canadien devient une famille qui les adopte et qui les encadre. Dans mon cas, c'était ça, dans l'Église. Mais hors de l'Église, l'accueil a toujours été là. C'est un peu comme quand vous conduisez. Si vous avez une panne, vous n'allez jamais voir des gens s'arrêter ou sortir de leur voiture. Mais si vous êtes au bord de l'autoroute et vous avez une panne,
beaucoup de personnes vont s'arrêter pour vous offrir de l'aide ou en hiver, quand vous tombez, quand vous foncez quelque part et vous embourbez, les gens s'arrêtent automatiquement pour pousser votre voiture pour vous aider. Donc, c'est un peu ce climat de chaleur humaine dans lequel je me suis retrouvé. Il n'y avait rien sur le plan de nos communautés minoritaires d'Afrique d'organiser, il n'y avait rien d'organisé. Et même le Global Gathering Place, c'était encore tout nouveau. Je pense qu'on le sait bien que l'immigration en Saskatchewan en termes de gens qui viennent du Sud et surtout de l'Afrique, c'est récent. Nous étions, c'est après, c'est quand dans les années 2007-2008 que l'immigration d'Afrique en Saskatchewan, dans les prairies en général, surtout en Saskatchewan, c'est au cours de ces années-là qu'elle prend de l'ampleur. Avant, c'était très rare. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de gens d'Afrique euh, en Saskatchewan notamment et dans les prairies. Ce qui, quand on regarde l'histoire, c'est pas qu'il n'y avait pas de Noirs avant. Il y avait en fait des Noirs. Il y avait des Noirs qui étaient en fait pionniers dans les années 1800 et voire même avant, qui se sont installés en Saskatchewan. La communauté non loin de Saskatoon, de Borden, c'était une communauté noire. Si vous y allez, vous verrez l'église, la première église noire en Saskatchewan. C'est un site historique, en fait. Et quand je suis arrivé à Melfort, je me suis demandé pourquoi les gens m'accueillaient avec autant de joie. C'est parce que dans leur histoire, dans les années 1900, au début des années 1900, il y avait un médecin noir dans la zone de Melfort. Et ce médecin était aimé de tout le monde. C'est quelqu'un qui avait laissé une très forte impression sur la communauté de Melfort et les environs. Alors tout le monde, en nous voyant, se souvenait de ce médecin-là et on nous a raconté un peu son histoire. Donc, il y avait des Noirs à un moment donné, mais l'immigration noire s'est arrêtée. Et ces Noirs qui venaient à cette époque-là venaient en fait des États-Unis. Et ce qui a eu cette immigration-là, à un moment donné, le gouvernement a découragé l'immigration noire. C'est quelque chose qu'on devrait savoir. Le gouvernement de la Saskatchewan a découragé l'immigration noire, allait dans les États des États-Unis, d'où les premiers immigrants noirs étaient arrivés en Saskatchewan et leur disait à tout le monde, encourageait l'immigration des autres, mais pas des Noirs, en leur disant que le climat était trop rude pour les Noirs. C'est quelque chose que nous devons tous savoir. Et donc, ce phénomène, qu'est-ce que cela a fait? Ça a ralenti donc, ça a freiné la présence noire en Saskatchewan jusqu'à ce que plus tard, dans les années 2000 et un peu avant, moi je suis arrivé en 98, qu'il y ait maintenant un nouvel élan d'immigration. Donc le gouvernement canadien et saskatchewanais depuis lors ont changé. C'est une politique celle que j'ai mentionnée, ça date des années 1800. Donc, cette politique a été abandonnée et par la suite, si vous voulez des textes, je peux vous envoyer les textes de cette politique-là, de cette campagne. Et par la suite, ça a changé, mais étant donné que la population noire ne venait plus des États-Unis, puisqu'à ce moment-là, il y avait persécution, il fallait qu'elle vienne d'ailleurs.
et les Africains sont trop éloignés géographiquement du Canada pour se retrouver là. Et le climat n'est pas toujours celui que nous aimerions avoir. Mais à partir du début des années 2000, l'immigration en provenance de l'Afrique a commencé à prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, la communauté immigrante d'Afrique sud-saharienne représente l'une des communautés avec le taux de croissance le plus élevé. Et c'est une bonne chose. OK. Merci, Pasteur Ali. Guy Gérard, tu as eu certainement des facilités pour pouvoir t'intégrer. Est-ce que tu peux les partager avec nous? Oui, tout à fait. Je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être rappeler qu'il y a au moins quatre types d'immigrants. Je veux dire, selon la classification qui est faite par le Canada, en termes d'immigrants économiques. Moi, par exemple, je tombe dans ce cadre-là et comme disait Céline tout à l'heure, elle tombait là-dedans. C'est-à-dire des personnes qui ont été sélectionnées pour leur capacité à contribuer à l'économie canadienne et aussi pour leur capacité à répondre aux besoins en matière de main-d'œuvre. Il y a aussi d'autres catégories qui sont les immigrants qui sont parrainés par leur famille, comme des conjoints, comme des partenaires. Je pense que Cynthia nous disait tout à l'heure qu'elle tombait dans cette catégorie-là. Et il y a aussi des réfugiés, c'est-à-dire ceux-là qui ont un statut de résident permanent en raison généralement d'une crainte pour leur vie, hein, donc fondée sur le fait qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine généralement. Et il y a une autre catégorie qui ne sont dans aucun des trois paliers, c'est-à-dire qui ne sont ni immigrants économiques, ni parrainés par leur famille, ni des réfugiés, mais qui arrivent généralement dans le cadre d'un programme précis. Donc, mais ce que je veux dire ici, c'est que toutes ces catégories-là ont en commun le fait qu'ils sont des personnes qui viennent généralement de loin, en laissant derrière eux des membres de leur famille. Pour moi, personnellement, dès mon arrivée en Saskatchewan en 2010, j'ai été frappé par plusieurs choses. Pour quelqu'un qui vient d'une région urbaine, urbaine comme Ottawa, Gatineau, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Alors, arrivé en Saskatchewan, souvent, il peut avoir un choc tout de suite. Vu la taille de la ville, on se demande, waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est au bon endroit? Mais ce qui nous a tout de suite rassurés, c'était les programmes qui étaient en place. C'est vrai, on n'avait pas autant de ressources que de nos jours, mais déjà, on avait des organismes sur place qui étaient organisés pour l'accueil des nouveaux arrivants. Je me souviens du programme de jumelage qui a été très bénéfique pour moi et ma famille. Et ce programme était coordonné avec la CAF. Et puis, je sais qu'il y avait l'agent de l'ACF qui était aussi impliqué, mais c'était mis en place au départ par la CAF
Et je me souviens avoir eu comme mentor hein, le couple de Paul. Et puis, je me souviens aussi qu'on a visité eu à visiter le garage hein, de Félicité. Donc, alors, tout de suite, il y avait cette prise en charge-là où les plus anciens ou ces organismes-là étaient prêts à vous appuyer à travers ce programme de jumelage. Et puis, ça nous a beaucoup aidé au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'orientation de ma famille et ça nous a aussi aidé beaucoup au niveau de la facilitation à l'accès aux différents services. En plus de ça, je vais aussi souligner au niveau de mon employeur la communication en entreprise qui a été très salutaire pour moi parce que vous savez, un travailleur immigrant a besoin d'aide pour les nouvelles valeurs culturelles. Donc ça a été aussi une garantie hein, sur le plan professionnel. Entre autres, il faut mentionner aussi, certains l'ont fait déjà, le rôle joué par l'Église Saint-Matthieu canadien. Tout de suite, il y avait l'accueil au niveau de la paroisse, les paroissiens qui étaient prêts à aider et puis qui vous questionnent sur les besoins, sur des éventuels besoins. Donc, vous aurez envie pour pouvoir fonctionner au quotidien. Je ne peux pas terminer sans mentionner un autre volet, un autre programme qui à l'époque était très riche, très dense. C'était le 5 à 7. C'était vraiment, c'était à la fédération des francophones. Et le 5 à 7 a été vraiment une très belle occasion de socialisation. Et vraiment, c'était, ça donnait l'occasion aux familles, ça donnait l'occasion. C'était vraiment un carrefour. C'était le carrefour culturel francophone au niveau de Saskatoon. Donc, le vendredi soir, on avait souvent hâte d'y aller les vendredis soirs et vraiment même les mets traditionnels qui étaient faits c'était tu pouvais voir qu'il y avait du multiculturalisme. Les mets étaient pratiquement c'était diversifié, donc c'était varié. Alors, c'était un peu les mets des quatre coins du monde. Donc, ça, ce sont je pense que ça, c'est ce que je peux partager en relation avec la facilité de l'intégration Mais que j'ai connue. merci Guy Gérard. Juste pour aller à ta suite, je veux juste rappeler, les 5 à 7 continuent, ces rencontres-là se poursuivent toujours aujourd'hui. Et c'est la Fédération des francophones de Saskatoon qui organise ça. Donc, si parmi nos invités, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est, peut-être que si vous inscrivez à la Fédération des francophones de Saskatoon, c'est possible que vous puissiez participer, savoir quels sont les horaires, les programmes et puis pouvoir participer. C'est une très belle occasion, comme a dit Guy Gérard, de socialiser et de facilement s'intégrer également dans la société. Paul, je pense que Paul nous a rejoint. Paul? Paul?
Oh, bon. Alors, je voudrais demander, je voudrais souligner déjà, s'il vous plaît, que ceux qui ont des questions à poser se sentent à l'aise de les poser. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, tout le monde, si quelqu'un a une question et qu'il voudrait avoir des éclaircies, n'hésitez pas à les poser parce que nous sommes avec les doyens de la communauté. Ce sont les vieux immigrants. Donc, ils ont certainement un plus à apporter. Merci. Alors, si on vous posait la question de savoir quels sont les mécanismes politiques et économiques que la province peut mettre en place pour attirer le plus de francophones. Parce qu'il faut prendre encore le fait que, étant dans une société majoritairement anglophone, je dirais même essentiellement anglophone, enfin, c'est difficile, ça peut être difficile pour un francophone de penser à venir s'établir ici. Alors, d'après vous, quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour pouvoir attirer le maximum de francophones? Christelle, je m'excuse, j'ai Paul au téléphone. Si vous voulez, je peux le mettre sur haut-parleur et vous pouvez l'entendre. Nous t'entendons très bien, Céline. Non, Céline. j'ai dit que j'ai Paul au téléphone. Paul est sur mon téléphone. Donc Ah, maintenant qu'il a le son, vous pouvez l'entendre. Tu peux parler, Paul. ah, Oui, Paul. bonjour à tout le monde. Je m'excuse. La Ah, technologie ok, n'est pas merci. mon ami. Et puis, Oh, d'accord, Paul. Alors, tes excuses sont acceptées, enfin, pour moi. Maintenant, oui, on a commencé, Paul, par une petite présentation des panélistes. Donc, si tu veux, tu peux nous dire en quelques mots comment tu es arrivé, quelles ont été les facilités que tu as eues pour pouvoir t'intégrer dans la société. C'est là où nous sommes rendus. oui, pour une brève présentation, je sais que les autres ont déjà fini. Donc, mon nom c'est Paul Nanda Kirira. Donc, je suis arrivé ici au Canada en 2009, à Saskatchewan, Saskatoon, juillet 2009. Donc, Saskatoon, c'est mon premier point de chute. Je suis passé à Montréal pendant 3 semaines, mais vraiment, je n'ai rien vu à Montréal. Mais c'est ici à Saskatoon où je peux dire que c'est my second home. Au niveau de l'accueil, pour aller brièvement, d'abord mon processus, c'est différent peut-être de la plupart des gens qui ont déjà parlé parce que moi je suis arrivé ici comme demandeur d'asile. C'est le processus le plus long que vous pouvez imaginer en termes d'immigration. Ça a pris tout le temps que ça a pris. Et puis, pour vous mentionner, moi, quand je suis arrivé ici, j'étais marié avec une épouse et puis 2 enfants qui sont restés à l'étranger au Burundi. J'avais une fille à l'époque de 2 ans et demi, une autre d'1 année. Donc, avec tout ce processus, je me suis séparé de ma famille pendant 6 ans. Donc, la réunification a abouti après 6 ans de séparation. Donc, c'était à l'époque où vraiment la réunification familiale, c'était tellement difficile, avec tous les impacts que vous pouvez imaginer sur la vie d'une personne humaine. Donc, mais arrivé ici à Saskatoon, l'intégration, ça n'a pas été très difficile parce que moi, je suis tombé dans de bonnes mains. Tous les visages que vous voyez devant vous sur l'écran, j'ai bénéficié l'appui de tout le monde. Donc, je peux dire un grand merci. Donc, il y avait directement, donc en 2009, la CAF venait de voir le jour et tous les membres fondateurs de la CAF, moi, j'étais le client le plus privilégié du monde pour la CAF. Donc, j'ai bénéficié tout ce que vous pouvez imaginer de la CAF. Et puis, même les bottes d'hiver, les premiers bottes d'hiver que j'ai portées ici, c'est la CAF qui m'a acheté ça. Donc, sincèrement, merci. Donc, pour tout ce qui est là. Donc, tous les visages que vous voyez devant vous, chaque visage compte pour l'intégration. Donc, quand tu parviens à bénéficier d'une personne
cette personne compte beaucoup pour la rétention. Mais à cela, bien sûr, il faut que toi aussi tu donnes quelque chose. Donc moi aussi, j'ai pris le devant, je me suis impliqué pour la CAPS, pour la communauté française. Donc, j'étais membre du conseil d'administration. D'ailleurs, c'est moi qui est venu au témoin à Guy Gérard qui a commencé à vous parler. Donc, quand j'ai remis le tablier, c'est lui qui a pris le bâton. Donc, et puis qui a pris le relais. Mais j'ai continué à faire, à m'engager. Mais bref, pour ne pas être trop, parce que ma situation c'est plus longue. Mais plus tard, j'ai une autre histoire qui a tourné après autant d'années de séparation avec ma famille, quand il y a eu la réunification. Nous sommes allés étudier au niveau de Regina de 2016 et puis on a complété les études en éducation et puis le temps de retourner à Saskatoon pour commencer à travailler. Moi, j'ai eu problème de santé, cancer du cerveau, phase terminale 4 et puis bye bye. J'ai dit bye bye à la communauté, à tout le monde, c'était fini. Et tous les visages que vous voyez encore devant vous, tout le monde sont venus prêter main forte. Et tout le monde a dit non, c'est pas le moment de partir. Nous sommes là pour toi. Donc, grand merci. Ils m'ont accompagné. Ça, c'était un autre accompagnement qui est différent de l'accompagnement dont on est en train de parler. Mais c'est un accompagnement très exceptionnel et je suis très sincèrement reconnaissant de tout ce que vous faites. Et ça, la rétention et la reconnaissance de ce qu'est la communauté. Donc, bref, je vous ai dit que pour moi, c'est un cas particulier, même si la technologie ne m'a pas beaucoup aidé. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Paul, pour ce partage. Alors, comme je disais tout à l'heure, d'après vous, quels sont les mécanismes politico-économiques que la province pourrait mettre en place pour attirer le maximum de francophones? Céline, tu veux prendre la parole? Mais merci d'être toujours la première à me lancer. Ça me permet de ne pas répéter ce que les autres vont dire après. Ça devient plus compliqué quand on est à la fin. Mais moi, je sais que je suis très impliquée au niveau industriel. Donc, je travaille dans le secteur du transport routier. Et je sais que ça fait déjà 15 ans que je suis dans ce secteur-là. Et quelqu'un qui immigre quelque part et qui n'a pas de perspective en matière d'emploi, c'est quelqu'un qu'on va avoir de la difficulté à pouvoir retenir. Donc, je pense que les instituts économiques ont un rôle majeur à pouvoir jouer en matière de rétention. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. C'est extrêmement compliqué de travailler en français en Saskatchewan. Mais malgré cela, il y a quand même beaucoup d'opportunités pour les personnes qui sont bilingues de pouvoir offrir davantage de services bilingues qui sont requis. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de démarches qui sont à faire afin de créer plus de partenariats au niveau des entreprises pour faire en sorte que la communauté soit plus connue au niveau des grandes entreprises locales. Il y a des entreprises, par exemple BHP, beaucoup au niveau du secteur de la potasse. En ce moment, j'allais dire qu'au niveau économique, on parle beaucoup de récession pour les 2 prochaines années qui viennent. Au niveau de l'ensemble du Canada, mais vraiment, quand on regarde la situation particulière de la Saskatchewan, on est dans un endroit qui est encore extrêmement privilégié au niveau économique.
comment faire pour avoir plus de francophones, mais je pense que il faut bâtir des liens encore avec ces entreprises-là pour pouvoir devenir un petit peu le leader avec les ressources humaines de ces entreprises-là et devenir un point de référence, un point de contact. De se dire que, tiens, si j'ai besoin de quelqu'un de bilingue dans cette position-là, il faut que je puisse contacter la communauté francophone. Je pense qu'il y a énormément de travail de promotion qui doit encore se faire. D'accord. Mais Félicité, est-ce que tu penses que si on prend en compte le fait que la société est assez conservatrice, tu crois qu'il y aurait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir, n'est-ce pas, faciliter l'intégration ou alors attirer les francophones ici, quand on sait que l'environnement est assez difficile, ils sont très conservateurs? Cette question, quand je l'entends, sincèrement, dans ma tête, il y a plein de choses qui... je ne sais pas si je serais capable de résumer bien et clairement et vraiment que je puisse dire ce que j'ai envie de dire en peu de temps. Mais d'abord, si aujourd'hui, en 2023, en Saskatchewan, s'il y a quelqu'un qui se dit, ben, moi, là, l'immigration, là, ou voilà, la diversité, vraiment, c'est pas mon affaire, qu'est-ce qui se passe, c'est bon. Si vraiment il y a quelqu'un encore qui pense comme ça, je dirais que je ne prendrai pas de temps pour lui expliquer, sauf lui dire, donner autant au temps, tu finiras par comprendre qu'on a besoin d'une communauté diversifiée pour pouvoir aller plus loin. Alors, et je pense que les choses ont beaucoup amélioré. Aujourd'hui, l'immigration a tellement pris de l'ampleur dans les dernières 10-15 ans que même dans les petites communautés, parler de l'immigration, ce n'est plus voilà, une question qui, je sais pas quoi, qui passe inaperçue ou qui est trop inconnue. Je voudrais juste vous partager rapidement, quand vous aurez le temps, va chercher un communiqué de presse qui est apparu en novembre 2022 par l'honorable Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. C'est un communiqué qui, si vous le lisez, vous allez comprendre où on va. La vision du pays, la vision du Canada. On va voir que le Canada compte sur l'immigration pour pour la vitalité économique, pour la vitalité linguistique. Donc, c'est vraiment intéressant de voir. Je vais vous lire rapidement quelques chiffres. Comme ça, vous allez voir que non seulement que la province, si on est ici en Saskatchewan, on parle de la Saskatchewan, la vision fédérale, la vision du gouvernement du Canada est claire. Alors, la province a besoin de s'aligner et de comprendre parce qu'il n'y a plus de choix maintenant. OK? Comme par exemple, en 2021, il y avait 405 000 nouveaux arrivants qui sont entrés au Canada. Ça, c'était annoncé comme le chiffre le plus qu'il n'avait jamais vu en une année seule. En 2022, il y a eu 437 180 immigrants et 607 782 personnes qui étaient rentrées, qui n'étaient pas des résidents permanents. Les résidents permanents sont contrôlés parce que c'est les gens que le Canada invite. Il y a d'autres catégories d'immigrants qui viennent s'ajouter à ce chiffre que le Canada n'a pas invité, comme par exemple les étudiants internationaux qui viennent et puis qui décident de rester ici, comme les travailleurs étrangers qui viennent et puis après qui décident de rester ici, comme par exemple les crises politiques qui créent une action humanitaire, comme ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé en Syrie. On en connaît beaucoup d'exemples. Tous ces gens-là, on n'avait pas prévu qu'ils seront là. Mais donc, ce sont des chiffres qui s'ajoutent à ces chiffres dont on parle. Alors, par exemple,
en 2025, on compte 500 000 résidents permanents. Alors, si on ajoute d'autres catégories dont j'ai mentionné, donc ça sera beaucoup d'immigrants. Alors, il y a quelques faits saillants vraiment qui sont super intéressants. On dit que l'immigration représente presque 100% de la croissance de la population active au Canada. Ça, c'est dans le communiqué du ministre. On dit qu'il y a 50 ans, la part de l'immigrant, donc les travailleurs versus les retraités, représentait 7 pour 1. Ça veut dire sur 7 travailleurs, il y avait un retraité. En 2035, il y aura 2 travailleurs et un retraité. Ça veut dire qu'il y aura 50%, 50-50 des personnes sur le marché du travail. Donc, s'il y a dans une entreprise 10 personnes, on sait que dans la même année, il y aura 5 qui vont partir à la retraite. Alors, c'est beaucoup, il doit y avoir des stratégies pour pallier à ce manque. Alors, ce que le gouvernement fait, c'est de compenser cette main-d'œuvre manquante qui est due à la retraite, qui est due au taux de natalité qui est très bas. On le remplace, on le comble par l'immigration. Alors, il y a beaucoup d'argent qui appuie, bien sûr, ces programmes. Vous avez suivi récemment l'annonce du plan du PALO. Aide-moi là. Le plan d'action pour les langues officielles. Alors, pour répondre à la question, le gouvernement a un cible de 4,4% des francophones. Dans tous ces chiffres dont on parle ici, le gouvernement cherche à atteindre 4,4% des francophones. Ça, c'était un cible qui était annoncé il y a plus de 10 ans. Cette année, en 2022, c'était la première fois que le cible de 4,4% des francophones était atteint. Alors, avec tout ça, là, ce que j'essaie de dire, comme on voit que la vitalité économique, linguistique, la vitalité de la vie en général au Canada dépend de l'immigration, la Saskatchewan n'a pas de choix que de s'aligner avec ça. Parce que c'est là où on va. Sinon, la vie économique ne va pas fonctionner. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? C'est tout simplement, c'est suivre le modèle. Et pour les francophones qui nous concernent ici, je comprends qu'on ne peut pas, tout ce monde ne peut pas travailler en français, OK? Mais quelqu'un qui est francophone aujourd'hui, l'année prochaine, peut-être qu'il est bilingue, qu'il est déjà bilingue, OK? Alors, la francophonie, donc, ce sont des choses qui évoluent avec le temps. Ou les enfants qui viennent sans savoir rien de l'anglais, dans 6 mois, dans 3 mois, ils sont déjà anglophones. Donc, plus les francophones, plus la province va investir dans l'immigration francophone, plus nos communautés vont rayonner, nos villes qui sont en train de se vider de population peuvent revivre. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire s'il y a du monde. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de services de soins en santé en français, parce qu'on n'a pas on ne peut pas justifier la nécessité d'avoir une clinique francophone parce que la population est petite. Il peut y avoir plein d'écoles, il peut y avoir beaucoup d'initiatives communautaires. Les francophones ont besoin d'avoir des mécanismes d'accueil équivalents aux mécanismes anglophones. Par exemple, il y a beaucoup d'argent pour apprendre, comme pour les compétences linguistiques anglophones. Ça devait exister en français aussi. Il y a des réfugiés qui viennent qui ne parlent ni français ni l'anglais, mais ils vont parler anglais dans quelques années parce que les communautés anglophones peuvent les enseigner l'anglais, ce qui n'existe pas en français. Donc, tout ça mis ensemble, c'est vraiment beaucoup de choses qu'on peut parler. On ne peut pas juste en parler ici, c'est long là, mais quand même, on a besoin, et je suis sûre que la province est consciente de ça,
sauf qu'ils ont vraiment besoin de bien développer les services et les programmes pour que la Saskatchewan soit servie comme les autres provinces. D'accord, merci Félicité. Alors, Pasteur Ali, il faut mettre en place des modes de formation linguistique. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a autre chose qu'on peut mettre en place pour pouvoir favoriser l'immigration des francophones de notre côté? Je pense que les panélistes avant moi ont vraiment tout dit. Peut-être que je vais résumer cela en disant ceci, que favoriser l'immigration francophone en Saskatchewan requiert des actions à la fois intrinsèques et extrinsèques. C'est-à-dire qu'il y a du travail qui doit être fait à l'intérieur, non seulement au sein de notre communauté ou de nos communautés francophones, notamment la communauté françaiscoise doit continuer ce qu'elle a déjà fait par le passé, avoir un quota sur le plan d'immigration. Ça doit se négocier avec le gouvernement provincial pour l'immigration ciblée qui est attribuée aux provinces. Pas seulement que la Saskatchewan ait un certain nombre d'immigrants par an, mais que la communauté françaiscoise puisse dire nous avons besoin d'avoir notre mot à dire sur la sélection des personnes qui viennent en Saskatchewan. Donc, il est question de prendre ses destinées entre ses mains et ne pas laisser sa destinée entre les mains du gouvernement provincial. Je pense que l'autodétermination de la communauté françaiscoise est absolument importante et je pense que nous avons besoin pour cela, pour se faire des aînés, des personnes comme Michel et autres, pour faire ce travail qui nécessite de convaincre le gouvernement par rapport à ça. Donc, il y a ce travail à l'interne au niveau de la communauté françaiscoise, au niveau des communautés francophones en Saskatchewan, notamment la CAPS, tout un travail de lobbying et de leadership en la matière. Il y a aussi le travail de continuer à faire ce qui se passe et à bien le faire, ce que la CAPS a commencé, c'est-à-dire faire que les personnes qui sont là se sentent à l'aise. On ne peut pas favoriser l'immigration en Saskatchewan si les personnes qui sont là ont envie d'être ailleurs, ont envie d'aller ailleurs. Donc, il faut non seulement maintenir les personnes qui sont sur place et ça prend toute une volonté et tout un ensemble de choses pour le faire et à la fois mettre sur pied des stratégies pour faire venir les personnes d'ailleurs. Donc ça, c'est à l'interne. À l'interne aussi, c'est le gouvernement provincial qui doit se rendre compte et la communauté francophone françaiscoise doit continuer de démontrer auprès de la population saskatchewanaise qu'elle ne peut pas faire sans elle. Vous savez, quand vous avez démontré que vous êtes incontournable, alors on vous donne la place qui est la vôtre. Donc, continuer la vitalité de la communauté françaiscoise, continuer la visibilité, accroître la visibilité de la communauté, les institutions comme le Collège Mathieu, comme la Cité francophone à l'Université Regina, et s'assurer qu'à l'Université de la Saskatchewan, qui est la plus grande université de notre province, qu'il y ait une forte visibilité de la communauté francophone. S'assurer qu'au niveau du gouvernement et des politiques, que nous ayons des représentants. J'étais très content quand le mari de Céline, Judy Kael, s'est présenté aux élections pour la députation. Et c'est important que nous nous mobilisions derrière des candidats qui représentent qui nous sommes. Tout ça, c'est à l'interne. À l'interne, pour clore, c'est le concept j'ai travaillé dessus avec
le docteur Wilfried Denis, sur ce concept qu'on appelle la complétude institutionnelle. Je pense que la sœur Félicité a fait allusion à certains éléments de ce concept. La complétude institutionnelle, c'est quoi? C'est pour une communauté minoritaire comme la nôtre, la communauté françaiscoise en général, il faut qu'elle puisse se doter de certaines institutions clés, notamment l'école, c'est l'une des premières institutions, et notamment les services, les soins de santé, c'est une autre institution clé, notamment ce à quoi Céline faisait allusion dans le domaine de l'emploi, pouvoir développer les institutions qui permettent à la communauté francophone en Saskatchewan d'être autonome. Une fois que cette complétude institutionnelle est achevée, ne serait-ce qu'à un certain niveau, la vitalité grandit et le bien-être au sein de cette communauté-là s'accroît aussi. Donc, la complétude institutionnelle, c'est ça l'objectif de toute communauté minoritaire, comment mettre sur pied, en place, des institutions qui favorisent l'essor et l'épanouissement des membres de cette communauté-là. Ça, c'est de façon intrinsèque. Maintenant, pour ce qui est de l'approche extrinsèque, c'est important que le gouvernement de la Saskatchewan puisse se rendre compte des choses qui ont été dites, que ce soit par Céline, par Félicité et autres, mais qu'il y ait une sorte d'appui et la communauté francophone doit faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement ne se contente pas de l'immigration passive, mais puisse aller chercher justement les personnes qui sont francophones ailleurs. Et c'est toute une stratégie qui doit être faite en partenariat avec le gouvernement fédéral, qui a de la volonté, mais comme les politiques changent avec la couleur du parti au pouvoir, c'est important de s'assurer que cela ne dépende pas du parti qui est en place. Donc, aller à l'Assemblée, ça requiert des marches, je sais pas, du lobbying et des pressions de tout genre pour que des décisions qui sont prises à ce niveau-là soient durables et que la garantie de l'immigration francophone en milieu minoritaire soit vraiment priorisée. Donc, je pense que voilà un peu ce que je peux dire pour, c'est pas juste, en fait, je résume ce qui a été dit. Merci beaucoup, Pasteur Ali. Alors, Guy Gérard, est-ce que ça suffit de mettre en place des moyens de formation des personnes, faire à peu près ce que la communauté anglophone fait pour que les personnes s'identifient à l'aspect anglophone? Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir attirer le maximum de francophones dans notre communauté? Je commencerai par dire que l'un des objectifs principaux d'un immigrant, c'est l'insertion et la promotion socio-économique. Je vois à ce niveau ici le rôle d'une part de la communauté et d'autre part le rôle que doivent jouer les politiques, parlant du gouvernement. Je pense dans un premier temps, la communauté devrait, quand je veux dire ici, aider les immigrants à s'approprier des codes généralement qui sont au milieu, dans
dans le milieu du travail, parce que on a souvent les employeurs qui sont réticents, hein, qui sont de plus en plus réticents parce qu'ils jugent que parfois leurs collaborateurs ne sont pas prêts à accueillir les collègues immigrants. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel la communauté devrait travailler. Les organismes, bien sûr, qui emploient, tout ce monde-là devrait considérer. D'autre part aussi, c'est important de sensibiliser les employeurs aux politiques contre la discrimination. Et bien entendu, il faut mettre en exergue la diversité culturelle. Comme je vous ai dit au début, j'ai eu le soin aussi de côtoyer la communauté rurale et je pense que cette communauté-là, cette communauté devrait mettre en œuvre des stratégies globales de revitalisation pour contrer la faible rétention qu'on observe dans ces régions-là. Et cela peut passer, cela peut se faire par la formation hein, de ces communautés rurales-là aux enjeux de l'immigration comme un vecteur de ressources humaines. Vous savez, nous sommes dans un monde en pleine mutation. Donc, ça, c'est important. De l'autre côté, je parlais du rôle que peuvent jouer les politiques. Je ne vais pas revenir vraiment sur ce que les autres copanélistes ont mentionné. Je voulais juste relever deux petits points sur lesquels les politiques peuvent s'appuyer. Par exemple, le fait de mieux comprendre les attentes des employeurs. Ça peut permettre à diminuer un peu leur crainte de recruter les immigrants. Et cela passe aussi par l'accompagnement de ces employeurs-là dans leur politique de diversité. Donc ça, c'est quelque chose que les politiques doivent faire. L'autre point, l'autre chose qu'ils peuvent faire aussi, c'est aussi de pouvoir faciliter la reconnaissance des qualifications des immigrants. Parce que vous voyez, les ordres professionnels, surtout les professions qui sont réglementées, devraient vraiment mettre en place les systèmes d'examen là, professionnels qui sont adaptés aux immigrants. Vous voyez, il y a des personnes qui arrivent, par exemple, ils sont compétents, qui ont exercé ailleurs. Ça peut être dans le... Pardon? Ça peut être dans le domaine de la santé, par exemple, qu'ils ont exercé longtemps, mais parce que cette profession est vraiment réglementée ici, ça fait que ce sont des personnes qui sont prêtes à contribuer, n'est-ce pas, à l'épanouissement, au développement économique, mais à cause effectivement du système qui est mis en place, qui est verrouillé parfois, ces personnes-là ne peuvent pas exprimer leur potentiel, leur plein potentiel. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. D'accord, merci Guy Gérard. Paul, tu es avec nous? Oui, j'ai toujours Paul au téléphone. Oui, merci Paul. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu penses que si on prend en compte le fait que lorsque nous partons, par exemple, de nos différents pays, on part avec la conviction d'avoir une formation professionnelle assez forte, parce que quand on parle déjà d'immigration, par exemple, travailleurs qualifiés, c'est s'appuyant sur le fait que on a quand même des capacités à pouvoir faire quelque chose. Et lorsqu'on arrive ici, on se heurte au fait justement que les entreprises ne nous font pas confiance. Comment est-ce que tu penses qu'on peut contourner ça pour pouvoir, n'est-ce pas, faciliter l'intégration des uns et des autres
en s'appuyant sur ce fait-là? Oui, merci pour la question. Donc, moi, j'ai eu le privilège de travailler comme conseiller en établissement, que ce soit à Saskatoon ou à Regina. Donc, j'ai eu à travailler avec différentes personnes qui ont des qualifications de haut niveau, mais j'ai participé aussi à pas mal de recherches d'inclusion des nouveaux arrivants en Saskatchewan ici. Et puis, cette question venait même au niveau quand on faisait des interviews avec les nouveaux arrivants. Quand même, il mentionnait et même une formation ou un accompagnement s'avère indispensable pour soit se réorienter ou bien se donner encore des outils pour s'adapter à ce nouvel environnement. Donc, il y a le travail de coaching qui est vraiment très, très important. Et puis, j'ai eu à travailler, à accompagner des jeunes, par exemple, des gens qui venaient pour faire le bac après diplôme, par exemple, dans le domaine de l'éducation. C'était des gens qui ont des formations, mais qui ont besoin quand même d'un appui soutenu, d'un accompagnement pour vraiment s'imprégner du nouvel environnement. Donc, il y a tout ce mécanisme d'appui, mais sinon, le Covid nous a montré justement, quand vous parlez du secteur de la santé, que finalement, c'était un domaine très fermé, mais toutes les institutions n'ont pas de choix que de s'ouvrir, mais aussi juste appuyer ces gens qui ont une base solide, qui sont déjà ici, mais pour ne pas recommencer l'université de 0 à 7 ans, par exemple, mais que des gens qui sont là, qui sont prêts, qui nécessitent un accompagnement en stage de placement et en suivi de 6 à 1 année. Et puis, on a un produit fini. Donc, c'est tout ça qu'on a besoin. Et puis, c'est gagnant-gagnant pour les nouveaux arrivants et puis pour la communauté et puis pour les gouvernements. Et voilà. Merci beaucoup, Paul. Alors, nous sommes rendus, on a grignoté un peu plus de temps qu'il en fallait. Le thème est vraiment très intéressant et les différents partages, les différentes contributions sont très, très importantes. Mais on doit devoir s'arrêter. Sur ce, je vais dire merci à Félicité, merci Céline, merci Pasteur Ali, Guy Gérard, Paul, pour votre participation et pour vos différentes contributions. J'espère que les uns et les autres ont quand même pu profiter de ce partage. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. OK, bye bye.